En 2005, dans la ville de Gevas, dans l'est de la Turquie, des bergers passaient une journée ordinaire. Leur troupeau était en train de paître et ils s'apprêtaient à petit déjeuner lorsque, sans prévenir, l'une des brebis a sauté d'une falaise et elle est morte. Une autre a suivi, puis une autre et encore une autre. Combien ont sauté à votre avis? Quelques dizaines? Vous en êtes loin, à peu près 1500, oui 1500 brebis ont sauté d'une falaise les unes après les autres. Et ça aurait pu être bien pire, ce jour-là, seules 450 d'entre elles sont mortes, celles qui ont sauté en premier. Leurs corps ont servi de coussin aux suivantes. Vous imaginez 450 brebis. Selon les estimations, les pertes s'élèvent à plus de 100 000 €, une somme considérable pour la région, surtout au milieu des années 2000. Un aimable rappel, si vous avez tendance à oublier de laisser un like, faites-le maintenant. Mais pourquoi toutes ces brebis ont sauté d'une falaise? Leur instinct n'aurait pas dû les en éloigner le plus possible? En fait, les moutons sont des animaux très sociaux qui ont besoin de la compagnie de leurs congénères. Leur cerveau les oblige à se suivre les uns les autres, quoi qu'il arrive. C'est cet instinct qui permet aux bergers de les contrôler depuis des siècles, même si, à l'origine, il leur servait à se protéger des prédateurs, ainsi qu'à rester ensemble en cas de mauvais temps. Les brebis turques n'ont sans doute donc pas réalisé qu'elles allaient mourir. Le paysage était tel qu'aucune d'entre elles n'a compris pourquoi le sol se volatilisait brusquement. Elles ont avancé à la queue leu-leu sans savoir ce qui les attendait. Une histoire similaire s'est déroulée en Suisse en 2017. 13 vaches sont sorties de leur enclos, elles ont brisé des clôtures et elles sont tombées d'une falaise de 50 mètres. Certains ont pensé qu'un prédateur s'en était pris aux vaches, mais cette explication ne tient pas debout dans le cas des brebis. Elles ont sauté sous le nez des bergers. Aucune autre explication n'a de sens. Il faut préciser une chose, les animaux grégaires ne se contentent pas de suivre aveuglément le chef. Après tout, qui sait ce que ce chef peut bien avoir en tête? Même ces animaux sont conscients des risques. Mais lorsque plusieurs membres du troupeau font la même chose, les autres ont tendance à suivre le mouvement. Et pour ces brebis, eh bien, ça s'est mal terminé. Bien sûr, on connaît depuis longtemps le principe du comportement grégaire, et les bergers sont pas les seuls à l'exploiter. Vous avez déjà vu ces anciens abattoirs américains? De grandes structures dotées de rampes. On faisait monter les animaux au 4e étage pour les faire sauter dans les fosses d'abattage. Au-delà de la question éthique, parlons de la logistique. Avec les vaches et les cochons, pas de problème, mais les brebis résistaient et se blottissaient les unes contre les autres. On a alors eu une idée géniale, mettre des cloches au cou des chèvres. Ainsi, en échange de récompenses, les chèvres conduisaient les brebis vers les fosses et ces dernières les suivaient malgré l'odeur du sang. Ces chèvres, appelées chèvres Judas, ont même pris la place de nombreux employés. Sans elles, impossible d'abattre les brebis et de dégager des bénéfices. Mais tout ça n'est rien en comparaison des animaux dont on va parler maintenant. Eux sont vraiment mal tombés avec leur leader, car, enfin, vous allez comprendre. Commençons par les orques. Tout le monde sait que les orques vivent au sein de groupes familiaux très unis, dotés de structures sociales complexes. À la tête d'une telle famille se trouve une matriarche, la femelle la plus âgée, qui enseigne aux autres comment vivre, choisit où se dirige le groupe, et ainsi de suite. Les femelles orques vivent plus longtemps que les mâles, parfois jusqu'à 90 ans dans la nature, voire plus. Je plaisante pas. Elles accumulent de nombreuses connaissances essentielles au cours de leur vie. Mais tout le monde fait des erreurs, et en général, quand un groupe d'orques fait n'importe quoi, c'est parce que la matriarche a pris une mauvaise décision. C'est ce qui arrive lorsque des orques se retrouvent piégés dans la glace. C'est un phénomène courant en Russie, au Canada et au Japon. Voici comment ça se passe. Une famille d'orques s'approche du rivage, sans doute pour chasser, puis le vent tourne et déplace la glace qui leur barre alors la route. Mais les orques pourraient simplement plonger, non? Certes, mais elles ont quand même besoin de respirer. Lorsque la glace se referme sur elles de tous côtés et qu'il n'y a aucune issue, elles peuvent finir par suffoquer. Parfois, lorsque les orques ont de la chance, des humains viennent à leur rescousse.
C'est ce qui s'est passé en 2013 lorsque des Canadiens sont intervenus dans la baie d'Hudson pour sauver 12 orques affamés. Selon les biologistes marins, de telles situations se produisent lorsqu'un groupe d'orques inexpérimentés fait une fausse manœuvre. Elles nagent dans la mauvaise direction car, vous avez deviné, car la matriarche en a décidé ainsi, mettant tout le groupe en danger. Contrairement aux animaux grégaires, les ours polaires préfèrent la solitude, mais ça ne les met pas à l'abri des erreurs, généralement causées par la mer. Et malheureusement, c'est les oursons qui en subissent les conséquences. En 1989, des chercheurs ont été témoins de l'effondrement d'une tanière d'ours polaires en raison de températures hivernales anormalement chaudes, de la pluie ou de fortes chutes de neige. Le toit de la tanière s'est effondré, tuant la mère et ses petits nouveau-nés. Bien sûr, la raison principale est le changement météorologique soudain que la maman ours ne pouvait pas maîtriser. Mais il s'agissait du premier incident connu de ce type, et depuis lors, aucun autre événement similaire n'a été signalé, bien que la planète ne se soit pas franchement refroidie. Les chercheurs pensent maintenant que la maman ours était peut-être jeune et inexpérimentée, et que la tanière qu'elle a creusée ne répondait pas aux normes de sécurité. Par ailleurs, il arrive souvent que des oursons se noient car ils sont incapables de suivre leur mère. Celle-ci choisit un itinéraire trop difficile et trop long pour les petits. Certes, elle n'a sans doute pas le choix, mais tout de même, passer autant de temps dans l'eau avec ses petits et ne pas les aider, c'est bizarre. Les cygnes vivent souvent en groupe et lorsque la nourriture se fait rare à la fin de l'automne et en hiver, tout le groupe migre vers un nouvel endroit. En général, ils cherchent des champs situés près d'une source d'eau où ils peuvent se régaler d'herbe. Mais pour trouver un tel endroit, 1 ou 2 oiseaux partent au préalable en repérage. Une fois qu'ils ont découvert un endroit propice, riche en nourriture, en eau et autres, ils s'y installent, puis d'autres cygnes les remarquent et ils se joignent à eux. C'est une stratégie très simple et qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Pourtant, cette habitude de se fier à leurs congénères sans vérifier eux-mêmes les caractéristiques de l'endroit peut mettre un groupe de cygnes dans une situation délicate. Cette histoire s'est déroulée en Slovaquie et elle a laissé les fermiers locaux perplexes. Tout a commencé par l'arrivée d'un couple de cygnes attirés par de grandes mares et des pousses verdoyantes. Bientôt, de nombreux oiseaux se sont rassemblés dans les champs. Prenant les fleurs de pavot pour du colza, ils ont commencé à se nourrir des pousses, ce qui a entraîné une intoxication. Les fleurs de pavot contiennent des alcaloïdes qui sont toxiques pour le système digestif des oiseaux. Incapables de voler et vulnérables aux prédateurs, des dizaines de cygnes sont morts. Et comme si ça ne suffisait pas, un groupe de plus de 150 oiseaux a détruit une grande partie des champs de pavots, privant les fermiers de leurs revenus. Or, tout comme au Royaume-Uni, les cygnes sont protégés en Slovaquie, et les fermiers ne peuvent pas simplement les chasser de leurs champs. Des défenseurs de la nature sont alors intervenus et ils ont transféré certains des oiseaux dans un centre de réhabilitation. Malheureusement, la plupart des cygnes n'ont pas survécu. Tout ça à cause d'un couple inexpérimenté qui s'est posé au mauvais endroit. Bon, on a compris que les cygnes n'en ont pas beaucoup dans le crâne, mais qu'en est-il des éléphants ? Ces grands gaillards sont très intelligents, comme on l'a mentionné à maintes reprises. Pourtant, eux aussi peuvent être victimes d'un mauvais leadership. En mars 2020, à Pu'er, en Chine, un groupe de 14 éléphants d'Asie a décidé de quitter son territoire d'origine. Ils ont marché longtemps sans que personne ne sache où ils allaient ni pourquoi. En seulement 40 jours, ces éléphants ont détruit 56 hectares de terres agricoles, causant des pertes s'élevant à plus d'1 million d'euros. Et ils ne craignaient pas les humains. Ils ont détruit des objets, piétiné des poulaillers et volé 100 kilos de céréales à une distillerie. Tout ça sans jamais s'arrêter. On ignore pourquoi ce groupe a décidé de s'aventurer hors de la réserve, qui était surveillée par une douzaine de drones, mais un expert pense que c'est à cause de l'inexpérience de ses chefs. Ils ont entraîné les éléphants dans un long voyage inutile. L'explication la plus probable est que le chef du troupeau ne s'est pas rendu compte de son erreur. Il était persuadé d'avoir fait le bon choix. D'ailleurs, les éléphants ont trouvé des merveilles en chemin. Les habitants se sont plaints que les éléphants avaient dévoré des champs entiers de maïs
et des ananas stockés sur des camions. Un vendeur de voitures a indiqué que 6 éléphants avaient bu 2 tonnes d'eau dans son magasin. D'autres ont écrasé des poussins, lancé des troncs d'arbres à travers les fenêtres d'une maison de retraite. Bref, ils se sont bien amusés. Ce voyage a marqué la plus grande migration connue d'éléphants sauvages en Chine. En chemin, ils ont causé 412 incidents entraînant des dégradations et à un moment donné, ils ont même immobilisé une ville entière. Comment tout ça s'est terminé? Les autorités sont intervenues. Elles ont mis en place un comité en urgence pour assurer le retour des éléphants en toute sécurité. On a construit des routes temporaires spécialement pour les éléphants, installé des clôtures électriques et placé des pièges pour mettre les animaux sur la bonne voie. Une équipe de 360 personnes au volant de 76 véhicules et disposant de 9 drones ont surveillé les éléphants. Après 17 mois, ils ont finalement regagné leur sanctuaire d'origine après avoir parcouru une distance de 1300 km. Ils ont dû dire 2 mots au chef du troupeau une fois revenus à leur point de départ. Heureusement, aucun d'entre eux n'a été blessé. 1 millier d'oiseaux de Chicago n'ont pas eu cette chance. Ils sont morts d'avoir volé dans la mauvaise direction pendant la migration. Le 9 octobre 2023, 964 oiseaux se sont écrasés sur le centre McCormick Place, un bâtiment de verre situé sur les rives du lac Michigan. En une nuit, autant d'oiseaux sont morts qu'en une année. En effet, des oiseaux entrent parfois en collision avec le bâtiment, mais ce nombre de victimes était sans précédent. Auparavant, le nombre record d'oiseaux tués en une seule journée se situait entre 200 et 300, mais près d'1 millier, c'est trop. Lorsque des chercheurs ont tenté de comprendre les raisons de cet événement tragique, ils ont découvert qu'il s'agissait de la conjonction de plusieurs facteurs. Tout a contribué à ce triste événement. La saison de migration, les conditions météo difficiles et un bâtiment construit sans faire preuve de beaucoup de jugeote. Cette nuit-là, de nombreux oiseaux avaient pris leur envol en profitant du vent. La visibilité était réduite à cause du brouillard et les nuages bas ont incité les oiseaux à voler bas près des bâtiments. La plupart de ceux qui se sont écrasés étaient sans doute jeunes, ils effectuaient leur première migration. Ils n'ont même pas eu l'occasion d'apprendre comment bien migrer. Cela dit, tous les oiseaux migrateurs ne suivent pas aveuglément un leader auquel ils font confiance. Plus simplement, ils ont tendance à suivre les oiseaux qui volent devant eux, de sorte qu'il y a toujours quelqu'un qui donne le ton. Et les oiseaux qui menaient la marche à Chicago se sont avérés être de piètres chefs d'orchestre. Mais les oiseaux sont pas les seuls à blâmer, on a notre part de responsabilité. Ces panneaux de verre qu'on aime tant installer sur les grands bâtiments déroutent les animaux qui ne se rendent même pas compte qu'il y a un obstacle devant eux. En outre, il y a le problème des lumières vives. L'atténuation de l'éclairage, en particulier pendant les périodes de migration, pourrait réduire le nombre de collisions en zone urbaine. Certaines villes ont même adopté des lois à ce sujet. Aussi étrange que ça puisse paraître, et au contraire des animaux qu'on a évoqués, les pigeons sont capables d'identifier et de destituer un chef pas brillant. Les éléphants super intelligents suivent leur chef pendant des jours sans réfléchir, mais pas les pigeons. Et je parle bien des pigeons bisés les plus ordinaires qui soient. Les pigeons vivent en bande et un responsable décide de la direction à suivre. Pour étudier leur comportement, des chercheurs ont cassé un chef pigeon. Je rappelle que les pigeons se dirigent à l'aide d'une boussole solaire interne qui suit la position du soleil tout au long de la journée. Les chercheurs ont donc piégé le chef afin qu'il vole dans la mauvaise direction et ils ont été surpris de constater que les autres membres du groupe, dont la boussole fonctionnait correctement, l'ont tout simplement abandonné afin de voler dans la bonne direction. Les éléphants et les orques pourraient s'en inspirer. Waouh, c'est déjà la fin? Puisque vous êtes arrivé au bout de la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like. À plus.